Bonjour tout le monde. Je suis Dr Chouli, assistant en pédiatrie à l'EPH Jalal Ibn Khanchir, ex-Bertraria. On m'a confié la tâche de vous faire le cours concernant les vomissements chez l'enfant. Et aujourd'hui, la question s'intitule Conduite à tenir devant des vomissements chez un enfant. Pour ce qui est du plan du cours, premièrement, nous allons introduire le cours en définissant les vomissements et en citant l'intérêt de la question. Deuxièmement, nous allons voir un petit rappel physiologique. Troisièmement, nous allons voir comment reconnaître les vomissements et ainsi poser le diagnostic. Ensuite, il faut éliminer ce qui n'est pas un vomissement, c'est-à-dire citer les diagnostics différentiels. Quatrièmement, il faut aussi poser le diagnostic de gravité, vu que c'est un plan de travail plutôt pratique que théorique. Et avant d'entamer le traitement, bien sûr, il faut établir le diagnostic étiologique en passant par l'enquête étiologique et en citant les principales étiologies. En avant-dernier, nous allons voir le traitement et ses différents volets. Et en dernier, bien sûr, nous allons conclure le cours. Pour l'introduction, donc, il faut définir les vomissements. C'est quoi un vomissement? Les vomissements est le rejet actif par la bouche de produits alimentaires ou non, gastriques et ou intestinaux, provoqués par la contraction des muscles abdominaux et l'antipéristaltisme gastrique. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui se fait par un effort des muscles de la paroi abdominale et ou du diaphragme. Pour ce qui est de l'intérêt de la question, premièrement, la fréquence. Il faut savoir que les vomissements sont un motif très fréquent de consultation. Deuxièmement, les vomissements relèvent d'étiologies multiples, allant de la simple pathologie bénigne jusqu'aux urgences chirurgicales les plus graves et les pathologies les plus urgentes à traiter. En troisième, c'est la gravité, vu que les vomissements peuvent avoir un retentissement sur l'organisme, voire une altération de l'état général. Et en dernier, ces vomissements peuvent être prévenus dans certains cas. Pour le rappel physiologique, il faut savoir que les vomissements sont des phénomènes moteurs complexes qui se déroulent en plusieurs étapes. Le schéma à gauche sur la planche résume ces étapes. Premièrement, il y a fermeture du pylore avec contraction de l'antre, suivi d'une inspiration avec fermeture de la glotte et une contraction diaphragmatique et de la musculature abdominale qui provoque l'ouverture du cardia et l'évacuation du contenu gastrique. Tout ce phénomène, bien sûr, se déroule de façon très rapide. Et il faut savoir aussi que la coordination de ces vomissements se fait par un centre réflexe bulbaire qui se situe au niveau du tronc cérébral. Pour ce qui est du diagnostic des vomissements, le diagnostic est facile quand on assiste au vomissement. Par contre, il est un peu plus difficile parfois, mais l'histoire clinique rapportée par les parents peut orienter le diagnostic, bien sûr. En posant le diagnostic de vomissement, il faut éliminer ce qui n'est pas un vomissement, c'est-à-dire les diagnostics différentiels. En premier lieu, vient les régurgitations, qui sont une émission par la bouche d'un volume qui est peu abondant et qui se fait bien sûr en postprandial et sans effort. Le mérécisme est une rumination volontaire traduisant un trouble psychologique, c'est-à-dire c'est un trouble du comportement. Et il y a aussi les pseudo-vomissements d'origine œsophagienne. Il y a la vomique qui est d'origine pulmonaire, c'est-à-dire une expectoration du contenu d'une cavité intrathoracique.
Devant tout vomissement, il faut toujours rechercher les signes de gravité. Ces signes de gravité sont de nature clinique et paraclinique. Pour ce qui est de la clinique, il faut toujours préciser les caractéristiques des vomissements pour rechercher les signes de gravité qui sont ou qui peuvent être le début brutal, le caractère incoercible et permanent des vomissements, la nature des vomissements qui peut être bilieux, sanglant ou fécaloïde, et la présence d'une intolérance alimentaire absolue. Il faut aussi préciser le retentissement de ces vomissements sur l'état du malade. C'est-à-dire le retentissement sur l'état d'hydratation en recherchant les signes de déshydratation, le retentissement sur l'état nutritionnel en recherchant le retard saturopondéral par la prise de poids, la taille bien sûr et du périmètre crânien, le retentissement respiratoire dans le cadre d'une pneumopathie d'inhalation et le retentissement sur l'état général, c'est-à-dire la présence d'une fièvre, d'un teint grisâtre qui peut orienter vers une origine septique, trouble de la conscience et du tonus. Et en examinant l'abdomen, il faut toujours vérifier si l'abdomen est douloureux et la présence ou non d'un météorisme abdominal. Précisons aussi la nature du transit, s'il est irrégulier, la présence ou non d'une diarrhée, d'un arrêt des matières et des gaz qui orientent vers une origine chirurgicale et la présence de rectorragie. La présence de signes de gravité impose une conduite à tenir en urgence. Bien sûr, il faut hospitaliser le malade en urgence avec la pose de 2 voies veineuses périphériques et une mise en condition du malade. Lancer un bilan biologique sanguin en urgence comportant une formule de numération sanguine, un ionogramme sanguin, un bilan rénal et une glycémie, mais aussi une calcémie, une phosphorémie et les gaz du sang. Le bilan urinaire de premier rang et la bandelette urinaire à la recherche d'une glucosurie et d'une cétonurie. Les signes biologiques qui peuvent être présents, ce sont les signes de déshydratation, à savoir une hémoconcentration à la formule numération sanguine, en recherchant un taux élevé d'hématocrite et d'hémoglobine. Il faut vérifier le bilan rénal à la recherche d'une insuffisance rénale qui peut être fonctionnelle au début, mais qui peut devenir organique si le tableau clinique persiste. À l'ionogramme, il faut rechercher surtout une hypokaliémie, mais aussi on peut trouver une hypernatrémie de concentration. Et à la gazométrie, il faut rechercher la présence d'une alcalose métabolique. Par la suite, en même temps, il faut restaurer l'état général du malade. Par exemple, la présence d'un collapsus ou d'un état de choc nécessite un remplissage rapide par des solutés isotoniques. Ensuite, on réalise ce qu'on appelle le bilan radiologique de première intention qui comporte surtout un abdomen sans préparation et une radiographie du pulmonaire en fonction du contexte, voire une échographie abdominale. Et on lance une petite enquête étiologique rapide. Les vomissements sont un symptôme, donc il faut toujours rechercher leur origine. Cette recherche doit être faite par une enquête étiologique qui comporte en premier lieu un interrogatoire, suivi d'un examen clinique détaillé et des examens complémentaires en fonction de l'orientation faite par l'interrogatoire et l'examen clinique. L'enquête étiologique comporte un interrogatoire minutieux. En premier, il faut préciser l'âge. L'étiologie diffère en fonction de l'âge, c'est-à-dire un nouveau-né est différent d'un nourrisson et d'un grand enfant bien sûr. Il faut aussi
préciser les antécédents de l'enfant, médico-chirurgicaux, obstétricaux, néonatales, et rechercher la notion de prise médicamenteuse et préciser le contexte socio-familial. Ensuite, il faut préciser les caractéristiques des vomissements proprement dit, à savoir le type, c'est-à-dire l'abondance, l'effort, le caractère explosif en G et la présence de douleur. Il faut aussi préciser l'aspect, c'est-à-dire alimentaire, hémorragique, bilieux ou fécaloïde, la fréquence de ces vomissements, l'horaire par rapport à la prise alimentaire, c'est-à-dire postprandiaux, tardif, voire nocturne, les modalités de survenue, à savoir le changement de position, la contrariété, l'atout et les efforts, et en dernier, l'ancienneté de ces vomissements pour préciser leur caractère aigu ou chronique et un éventuel intervalle libre depuis la naissance. Ensuite, il faut préciser les autres troubles digestifs associés, à savoir la constipation, la diarrhée, la notion d'arrêt des matières et des gaz, la présence de météorisme abdominal, les douleurs abdominales, la modification de l'appétit, c'est-à-dire conservation ou la présence d'anorexie, et le refus alimentaire ou le caractère douloureux de l'alimentation. Au cours de l'interrogatoire, il faut préciser aussi le régime alimentaire, c'est-à-dire le mode de préparation et la reconstitution du lait artificiel, la quantité des apports, et préciser aussi les apports caloriques et les nombres de repas, la nature des aliments et leur date d'introduction, surtout pour les protéines du lait de vache et le gluten, et les changements diététiques récents. L'examen clinique doit être complet de la tête aux pieds pour essayer d'orienter la recherche étiologique. En premier, il faut un examen abdominal qui comporte l'inspection à la recherche d'un météorisme abdominal, la palpation qui recherche la présence d'une éventuelle défense, contracture, la présence aussi d'hépatosplénomégalie ou d'une masse abdominale, et qui doit être terminée par un toucher rectal et l'exploration des orifices herniaires. L'examen des autres appareils, à savoir respiratoire et ORL, cardiovasculaire, neurologique, cutané et enfin urinaire. L'examen clinique aussi doit être un peu large pour préciser le retentissement nutritionnel via la mesure, les différentes mesures et les biométries, et la mesure bien sûr du flux cutané et la recherche de signes de déshydratation. Il faut rechercher aussi le retentissement respiratoire, à savoir la présence d'une toux, une polypnée et des bronchopneumopathies à répétition. Préciser bien sûr s'il existe des douleurs abdominales récurrentes, une odeur acétonique de l'haleine et la présence d'hépatomégalie ou splénomégalie. Rechercher un syndrome infectieux, savoir une fièvre, des rhinorrhées ou des otalgies, et un syndrome neuroméningé en vérifiant l'état de conscience du malade, la présence de mouvements convulsifs ou de troubles du tonus, ainsi que de troubles oculaires, à savoir un nystagmus, ou des céphalées, et vérifier l'état de l'activité du malade. Dans le cadre de l'enquête étiologique, il faut réaliser des examens complémentaires afin de rechercher l'étiologie, mais aussi pour apprécier le retentissement des vomissements, surtout s'il s'agit de vomissements chroniques. Donc il faut faire un ionogramme sanguin, doser l'azotémie, le taux de protide, ainsi qu'une formule de numération sanguine, et il faut rechercher une cétose. En ce qui concerne la recherche étiologique, selon l'orientation clinique, à visée digestive, il faut réaliser un bilan pancréatique, à savoir l'amylasémie, l'hypasémie, un bilan hépatique,
c'est-à-dire transaminase, bilirubine totale et conjuguée, phosphatase alcaline et gamma-GT. Et à visée radiologique, il faut faire un abdomen sans préparation, une échographie abdominale, voire une endoscopie haute, mais aussi une coproparasitologie des selles. À visée infectieuse, il faut réaliser une formule numération sanguine et rechercher une hyperleucocytose ou à l'inverse une leucopénie, une vitesse de sédimentation, des hémocultures au pic fébrile en cas de frisson ou d'hypothermie, une CRP, ainsi qu'un examen ORL complet, et il faut faire aussi une échographie vésico-rénale. À visée neurologique, il faut faire un fond d'œil en fonction de une ponction lombaire, un électroencéphalogramme, une radiographie du crâne, une échographie transfontanellaire, voire TDM ou IRM. À visée toxique ou métabolique, il faut réaliser bien sûr les gaz du sang avec oxymétrie et pH sanguin, faire un bilan rénal, créatininémie et urée sanguine, un ionogramme sanguin et urinaire, un dosage de la glycémie, ainsi que la molyémie, et rechercher au niveau urinaire une glycosurie et une cétonurie avec dosage des toxiques. Il faut savoir que quand les vomissements surviennent dans un contexte rassurant, ils ne nécessitent pas de la pratique d'examens complémentaires. En plus, quand il y a un retentissement, mais l'enquête étiologique est négative, il faut rechercher bien sûr une cause psychologique qui peut être possible mais qui reste un diagnostic d'élimination. Pour les résultats de l'enquête étiologique, il faut savoir que les étiologies diffèrent en fonction de l'âge. C'est-à-dire le nouveau-né, le nourrisson jusqu'à 2 ans, et ensuite le grand enfant à partir de 2-3 ans. Pour ce qui est du nouveau-né, donc les syndromes digestifs, en premier lieu, il y a les occlusions. C'est des vomissements généralement qui sont bilieux, avec notion d'hydramnios au cours de la grossesse, et plus ou moins un météorisme abdominal. Donc, en fonction de la localisation de l'occlusion, nous avons les occlusions duodénales, qui comportent des vomissements bilieux, avec un ventre qui est plat. Si l'obstacle est complet, donc l'étiologie la plus probable est l'atrésie duodénale. Quand l'obstacle est incomplet, les deux étiologies les plus probables, ce sont la sténose duodénale et le pancréas annulaire. À l'aspect, nous avons un aspect en double niveau hydroaérique, ou appelé aussi double poche à air gastrique. Quand l'occlusion est au niveau du grêle, il faut savoir que c'est des vomissements qui sont bilieux aussi, avec un ballonnement abdominal, et nous avons à l'aspect différents niveaux hydroaériques. Pour ce qui est des occlusions dans la maladie des Hirschsprung, les vomissements sont parfois fécaloïdes en fonction de la localisation de la partie intestinale qui est dépourvue d'innervation. Une autre étiologie est la malrotation intestinale plutôt. C'est une étiologie rare. Il s'agit d'un volvulus sur anomalie de la rotation mésentérique. Et la dernière étiologie est la mucoviscidose qui donne un ileus méconial. Sur cette planche, nous avons 3 radiographies d'abdomen sans préparation montrant des aspects différents de double poche à air gastrique ou double niveau hydroaérique. Donc vous remarquez à gauche et en haut l'atrésie duodénale, les deux niveaux hydroaériques qui sont de volume important. Par contre, en ce qui concerne le pancréas annulaire, vous avez une poche à air gastrique qui est à gauche et à droite un niveau hydroaérique plus petit, donc il s'agit du reste du duodénum. Autre étiologie chez le nouveau-né, la première est l'entérocolite ulcéro-nécrosante. C'est une pathologie qui est grave, avec une mortalité très importante. L'éthiopathogénie est une anoxie ou infection, surtout.
Les facteurs de risque sont la prématurité, surtout poids de naissance inférieur à 1500 grammes, et l'anoxie néonatale. Les lésions sont une nécrose ischémique avec ulcération muqueuse et pneumatose intestinale intéressant surtout le grêle, et comme complication, elle comporte la perforation et la péritonite. L'ASP montre un iléus avec un aspect de pneumatose intestinale, c'est-à-dire aspect en double contour. Autre étiologie est la péritonite néonatale primitive, d'origine infection néonatale, ou secondaire à une perforation suite à une entérocolite ulcéro-nécrosante ou un ulcère de stress en cas d'hospitalisation en service de réanimation. Sur cette planche, nous avons deux radiographies d'abdomen sans préparation, montrant une pneumatose très importante chez deux nouveau-nés, et vous remarquez tout encerclé ce qu'on appelle l'aspect de pneumatose ou aspect en double contour. Toujours chez le nouveau-né, les vomissements de nature alimentaire peuvent être d'origine d'une erreur diététique, d'une intolérance alimentaire, surtout allergie aux protéines de lait de vache, d'un reflux gastro-œsophagien, d'une sténose hypertrophique du pylore, bien sûr, qui a comme caractéristique un intervalle libre de 2 à 3 semaines, voire 4 semaines, infection néonatale, quelle que soit la cause, d'une maladie métabolique telle que la galactosémie et la fructosémie et la phénylcétonurie, ou d'une hyperplasie congénitale des urines rénales, avec à l'ionogramme une hyponatrémie et une hyperkaliémie, et le diagnostic est posé par le dosage de la 21 hydroxylase. Quand il s'agit de vomissements sanglants, il faut penser à la maladie hémorragique du nouveau-né. Il faut penser aussi à une ulcère de stress, cas d'infection sévère ou d'anoxie sévère, avec hospitalisation au niveau d'une réanimation néonatale. Il faut penser, en fonction du contexte, à une septicémie avec CIVD, mais aussi à un reflux gastro-œsophagien compliqué d'une œsophagite peptique. Et en dernier, vient le sang maternel dégluti en cas de crevasse chez la mère. Pour ce qui est du nourrisson, c'est-à-dire un enfant entre 30 jours et 2 ans, les vomissements peuvent être occasionnels ou bien habituels. Donc pour ce qui est des vomissements occasionnels chez les nourrissons, elles peuvent être d'origine infectieuse, telles que les gastro-entérites aiguës, les infections respiratoires et ORL, les méningites purulentes, dans un contexte de vomissement fébrile. Le diagnostic est posé après la réalisation d'une ponction lombaire. Peuvent être aussi présentes en cas d'infection urinaire. Donc, d'où l'intérêt de la bandelette urinaire multiréactive et la réalisation d'un examen cytobactériologique des urines. Et peuvent survenir en cas d'hépatite virale. Pour ce qui est des causes chirurgicales, nous avons en premier l'invagination intestinale aiguë. Elles sont fréquentes chez les nourrissons entre 4 et 9 mois et parfois peuvent être primitives. Le début est surtout brutal avec crise paroxystique, de douleur abdominale, accompagnée de pâleur et de rectorragie. Donc, au niveau de la fosse iliaque droite, la palpation peut objectiver un boudin d'invagination. Le diagnostic est réalisé surtout en échographie abdominale, donc qui peut montrer un aspect en cocarde, en coupe transversale, ou en coupe longitudinale, ce qu'on appelle aspect en hot dog. En deuxième viennent les appendicites aigus du nourrisson. Elles sont très rares et le tableau est atypique. Donc le diagnostic est généralement fait de façon tardive. Les autres causes sont les étranglements herniaires, la péritonite aiguë ou la torsion du testicule. Sur cette planche, vous remarquez un schéma expliquant
le mécanisme des invaginations intestinales aiguës, c'est-à-dire une anse intestinale qui pénètre en une autre. Et en bas, nous avons une échographie abdomino-pelvienne qui objective l'invagination intestinale. L'image A représente une coupe longitudinale qui objective ce qu'on appelle l'image en cible ou image en concave. Et l'image en B est une coupe transversale objectivant l'image en sandwich ou en hot dog. Donc, typique des invaginations intestinales aiguës chez les nourrissons. Toujours dans les vomissements occasionnels, les causes neurologiques sont rares et ils sont surtout représentés par l'hypertension intracrânienne. Ces vomissements sont matinaux et en G, d'où l'intérêt de réaliser un fond d'œil à la recherche de signes d'hypertension intracrânienne et complété par une TDM cérébrale. Les étiologies de cette hypertension intracrânienne sont représentées surtout par l'hématome sous-dural post-traumatique, mais aussi les tumeurs, mais qui restent rares, et peuvent être d'origine médicamenteuse, voire une hydrocéphalie congénitale, ou une craniosténose, c'est-à-dire c'est une fermeture des fontanelles antérieures précoces, avec soudure des différentes sutures. Les causes toxiques sont d'origine médicamenteuse, c'est soit une dose correcte mais qui est mal supportée par l'enfant, ou en cas de surdosage, ou elles peuvent être iatrogènes, mais aussi les intoxications peuvent être d'origine iatrogène via les produits ménagers ou industriels. Et en dernier viennent les erreurs diététiques. Ce sont les deux situations, soit c'est une suralimentation en cas de forcing alimentaire, bien sûr, et en cas de sous-alimentation. Et l'origine de ces vomissements provoqués par la sous-alimentation, c'est les corps cétoniques qui favorisent les vomissements. Donc en cas de sous-alimentation, il y a fabrication de corps cétoniques et ces corps cétoniques peuvent provoquer des vomissements. Pour ce qui est des vomissements habituels chez le nourrisson, en premier, nous avons les causes digestives. Pour les vomissements fonctionnels, nous avons la dyskinésie par aérogastrie, c'est-à-dire la présence d'air de quantité très importante. Deuxièmement, nous avons les hypokinésies gastriques. C'est des vomissements qui sont postprandiaux tardifs, avec anorexie, hypotrophie et infection. Les hyperkinésies gastriques de l'enfant au sein, ce sont des vomissements qui sont précoces, avec diarrhée postprandiale, et qui sont généralement sans retentissement. Et en dernier, nous avons l'applicature gastrique, avec des vomissements alimentaires, capricieux, avec un intervalle libre et irrégulier. Et l'ASP montre une image en double approche à air gastrique. La deuxième cause de vomissement habituel chez le nourrisson est le reflux gastro-œsophagien. C'est un dysfonctionnement du bas œsophage. Les vomissements sont précoces, généralement les premiers jours de vie. C'est des vomissements qui sont postprandiaux, plus ou moins tardifs, et favorisés par le changement de position et le décubitus. Ils sont associés à des régurgitations et peuvent se compliquer d'œsophagite peptique. Ils peuvent avoir des manifestations extra-digestives, à savoir pulmonaire, une toux chronique et des bronchopneumopathies récidivantes, voire même des crises d'asthme, ou des manifestations ORL telles que laryngite, otite et rhinopharyngite, et peuvent retentir sur le développement pondéral chez l'enfant et donner parfois même des malaises paroxystiques. Les explorations réalisées dans le reflux gastro-œsophagien sont la transit œsogastro-duodénal, l'endoscopie haute, la pH-métrie, mais surtout la manométrie. L'évolution est généralement favorable sous traitement médical. La troisième cause des vomissements habituels chez le nourrisson est la sténose hypertrophique du pylore. C'est une hypertrophie obstructive des fibres lisses du pylore
donnant ou provoquant une entrave à la vidange gastrique. Généralement, c'est un garçon, le premier-né. Elles sont caractérisées par un intervalle libre de 2 à 8 semaines postnatales. C'est des vomissements longés, explosifs et abondants pendant la tétée ou postprandial immédiat. Il faut savoir que l'appétit est conservé, mais il y a une cassure de la courbe pondérale avec des signes de dénutrition, de déshydratation et d'alcalose hypoglorémique et une constipation. La palpation abdominale peut retrouver l'olive pylorique avec des ondulations péristaltiques. Le diagnostic est fait par échographie et le traitement est chirurgical. Sur cette planche, donc, nous avons à gauche un abdomen sans préparation qui montre un aspect de la sténose hypertrophique du pylore. Et à droite, c'est un transit œsogastro-duodénal à la barrette qui montre l'aspect en queue de radis de la sténose hypertrophique du pylore. Les autres causes de vomissement habituelles chez le nourrisson sont représentées premièrement par l'intolérance aux protéines du lait de vache qui survient peu de temps après le sévrage du lait maternel. Il faut savoir qu'il existe dans l'interrogatoire des antécédents familiaux d'allergie. Il faut rechercher d'autres signes associés tels que diarrhée et un rash cutané. Donc, le diagnostic est fait par des tests cutanés, des dosages des IgE totaux et spécifiques du lait, mais aussi par le test d'éviction réintroduction. Le deuxième type d'intolérance est l'intolérance au gluten. Ce sont des vomissements accompagnés de diarrhée prolongée avec cassure de la courbe pondérale après introduction de farine. Le diagnostic est fait via l'étude histologique de la muqueuse jejunale et la recherche d'anticorps spécifiques. Toujours dans les causes habituelles de vomissement chez le nourrisson, pour ce qui est des causes extra-digestives, il y a premièrement les causes psycho-affectives, avec troubles de la relation mère-enfant, les causes infectieuses, représentées surtout par les infections latentes, avec une fièvre discrète, une anorexie, une stagnation pondérale et une hyperleucocytose à la formule de numération sanguine. Elles sont surtout représentées par les infections urinaires, sur des uropathies malformatives, les infections ORL chroniques, telles que les otites, les entrites, l'ethmoïdite et l'adénoïdite, mais aussi la tuberculose. Les causes métaboliques et endocriniennes sont l'hyperplasie congénitale des surrénales, la galactosémie, la fructosémie et les acidoses métaboliques. Les vomissements peuvent survenir en cas de cardiopathie congénitale mal tolérée et en cas d'insuffisance rénale chronique. De la même façon, chez l'enfant de plus de 2 ans, les vomissements peuvent être occasionnels ou habituels. Les causes occasionnelles sont représentées surtout par les urgences chirurgicales, à laquelle nous devons penser en premier lieu, tels que l'appendicite aiguë, la péritonite aiguë, l'étranglement herniaire, les occlusions intestinales et l'invagination intestinale aiguë, mais aussi l'adénolymphite mésentérique, qui est une cause très fréquente de vomissements et de douleurs abdominales, les gastro-entérites, surtout en période d'endémie, les infections, surtout orales, et le syndrome de Rey, durant lequel les vomissements sont incoercibles, avec encéphalopathie aiguë, convulsions. Il y a une stéatose hépatique avec hypoglycémie, hyperammonémie et
élévation des transaminases hépatiques. Pour ce qui est des causes habituelles des vomissements chez les grands enfants, en premier, nous avons les causes digestives, représentées par le reflux gastro-œsophagien, les ulcères et les parasitoses intestinales. Pour les causes neurologiques, nous avons les migraines, les épilepsies et les processus expansifs intracrâniens. Une entité particulière est représentée par les vomissements cycliques ou périodiques, ou appelés aussi acétonémiques, qui sont des vomissements récidivants chez le même enfant entre 2 et 10 ans. Ils sont d'origine inconnue, mais surviennent dans des circonstances identiques, à savoir le jeûne, l'excès de graisse, ou au cours d'un voyage, ou lors d'une infection rhinopharyngée. Le diagnostic est fait par une odeur acétonémique de la laine, une cétonémie avec cétonurie, et voire une dysrégulation glycémique. Le traitement est représenté par la réhydratation, les antispasmodiques et la triple compensation gluco-hydroélectrolytique. Sur cette planche, nous avons un organigramme qui résume les principales étiologies des vomissements du nourrisson et de l'enfant en fonction de leur mode évolutif, que ce soit aigu ou chronique, et classé en grands chapitres. Vous remarquez les vomissements aigus, les urgences chirurgicales et les infections, ainsi que les intoxications médicamenteuses ou iatrogènes évoluent le plus souvent de façon aiguë, mais aussi le reflux gastro-œsophagien, les erreurs diététiques, les causes psychogènes et endocriniennes, ainsi que les causes métaboliques évoluent généralement sur un mode chronique, mais vous remarquez qu'il y a quelques étiologies qui peuvent avoir les deux modes évolutifs. Ce sont l'hypertension intracrânienne, les allergies ou les intolérances alimentaires, ainsi que des causes métaboliques. Le traitement des vomissements est un traitement tout d'abord symptomatique, mais surtout, c'est un traitement étiologique. Donc il faut toujours rechercher l'étiologie et la traiter, et bien sûr, tout en prescrivant un traitement symptomatique. Pour le traitement symptomatique, nous avons en premier le traitement postural par la mise en orthostatisme ou décubitus sur un plan incliné. Ces mesures doivent être respectées, surtout au postprandial 1 à 2 heures. Puis la mise en procubitus. Deuxièmement, ce sont les mesures diététiques, c'est-à-dire un épaississement des repas, l'utilisation des farines telles que le grain de caroube et la pectine, et le fractionnement des repas. Le traitement médicamenteux est représenté surtout par les antiémétiques. Nous avons le métopimazine ou le Vogalène, 1 mg kg jour, dompéridone, appelé motidium, 1 à 2 mg par kilo et par jour, et cisapride, 0,8 mg par kilo et par jour. Le deuxième type de médicaments, ce sont les antispasmodiques, tels que trimibutine, à 5 mg kg par jour, et dans les cas extrêmes, le peptade pédiatrique phénobarbital à la posologie de 5 à 10 gouttes par kilo et par jour. Pour le traitement étiologique, il varie selon les étiologies. Il peut être médical ou chirurgical. Note très importante, les vomissements sont un symptôme et non pas une maladie. Donc il faut toujours rechercher une cause pouvant expliquer ces vomissements afin de la traiter. En conclusion, il faut savoir qu'en pratique, toutes les affections organiques aiguës
ou chroniques entraînent des vomissements chez le nourrisson. Le nombre d'étiologies est très élevé, mais un bon interrogatoire et un examen clinique soigneux permet de nous orienter vers les causes les plus fréquentes dans l'ordre, à savoir les erreurs diététiques, les infections communes du nourrisson, le RGO et la sténose hypertrophique du pylore. Les urgences chirurgicales plus rares et en particulier l'invagination intestinale aiguë doivent cependant être éliminées par une hospitalisation de surveillance et ou des examens complémentaires au moindre doute. Néanmoins, il faut savoir que devant tout vomissement, il faut toujours rechercher les causes pouvant mettre en jeu le pronostic vital, quelle qu'en soit leur origine, chirurgicale ou médicale. Et chez l'enfant le plus grand, les infections digestives et les causes psychogènes dominent. Et je vous remercie.